L'aile privée de l'hôpital résonnait d'un silence solennel, uniquement troublé par l'écho feutré des pas des infirmières sur le sol immaculé. L'air y était chargé de l'odeur de l'éther et d'un luxe inabordable pour le commun des mortels. Allongée sur un lit de satin ivoire, Clarisse Dumont, une femme d'une beauté glaciale et d'une élégance sans faille, se débattait entre l'épuisement et l'anticipation. Ses cheveux blonds, d'ordinaire parfaitement coiffés, collaient à son front perlé de sueur. Une lueur d'excitation traversa son regard en entendant le cri perçant du nouveau-né. « C'est une fille, Madame Dumont », annonça l'infirmière d'une voix douce. Pendant une fraction de seconde, Clarisse ressentit un frisson d'émotion pure, une exaltation maternelle qui faillit submerger la façade froide qu'elle s'était toujours imposée. Elle avait rêvé d'un enfant parfait, un être à son image, qui perpétuerait le prestige de leur lignée sans la moindre imperfection. Son mari, Léon Dumont, se tenait en retrait, les bras croisés, observant la scène avec une distance clinique. Pour lui, cet enfant n'était pas un miracle, mais une continuité nécessaire, une pièce stratégique dans l'échiquier de leur vie. L'infirmière s'approcha, tendant le nourrisson à Clarisse. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur le visage de sa fille, son expression se figea, puis se mua en un rictus d'horreur muette. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-elle, la voix brisée. Une large tache rougeâtre couvrait le côté gauche du visage du bébé, s'étendant de son front jusqu'à sa joue. Une imperfection visible, une anomalie. Léon s'approcha lentement, ses yeux froids analysant la situation avec détachement. Puis, d'une voix tranchante, il déclara « Ce n'est pas digne de nous ». Clarisse tremblait. Elle voulait repousser l'enfant, nier son existence même. Dans leur monde, où l'apparence valait plus que la vertu, une fille ainsi marquée serait un poids, une disgrâce. Les murmures de la haute société, les moqueries feutrées, les jugements silencieux, elle ne pourrait pas l'endurer. L'infirmière, choquée par leur réaction, serra instinctivement le bébé contre elle. « Monsieur, madame, c'est votre enfant. Une tache de naissance n'enlève rien à sa valeur. » Léon tourna un regard glacial vers elle. « Vous n'avez pas votre mot à dire. Cet enfant ne portera pas notre nom. Nous allons régler cela immédiatement. » Clarisse suffoquait sous l'angoisse, déchirée entre son instinct maternel naissant et la peur impitoyable du regard des autres. Finalement, son ambition l'emporta. Les Dumont n'étaient pas des gens que l'on ridiculisait. Ce bébé ne pouvait pas exister aux yeux du monde. « Il ne doit jamais être connu », murmura-t-elle, le ton brisé mais résolu. C'est alors qu'une silhouette apparut à la porte. Amélie, la gouvernante des Dumont depuis plus de 20 ans. Elle avait tout entendu. Ses traits sévères, marqués par le temps, étaient empreints d'une gravité solennelle. « Madame, monsieur, réfléchissez bien. Rejeter votre propre enfant pour une simple apparence, c'est un acte qui vous hantera. » Léon ricana froidement. « Ce qui nous hanterait, c'est que le monde découvre cette erreur. Faites ce qu'il faut, Amélie. Qu'elle disparaisse. » La gouvernante sentit son cœur se serrer. Elle jeta un regard au nourrisson qui sanglotait doucement. Inconscient de l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds, à peine venait-elle d'être mise au monde. « Et si je refuse ?» osa-t-elle d'une voix mesurée. Léon esquissa un sourire glacial. « Alors c'est vous qui disparaîtrez. » Un silence oppressant s'abattit sur la pièce. Amélie savait que ce n'était pas une menace en l'air. Elle avait vu de ses propres yeux de quoi Léon Dumont était capable pour protéger son image. Elle baissa les yeux, puis, dans un soupir résigné, tendit les bras. « Je vais m'en occuper. » Clarisse détourna le regard. Léon acquiesça, satisfait. Et cette nuit-là, Amélie quitta l'hôpital en silence, tenant le bébé contre elle sous son manteau. Dehors, l'air nocturne était glacial, mordant. Le vent soufflait fort, comme si le monde lui-même protestait contre l'injustice qui se jouait. Le cœur battant, Amélie avançait à pas rapides, cherchant une solution. Elle savait ce que Léon attendait d'elle, une disparition définitive.
Mais pouvait-elle réellement condamner cet enfant innocent? Elle s'arrêta à l'orée d'un bois, serrant le bébé contre elle. Son regard se perdit dans l'obscurité. Un choix terrible s'imposait à elle. Sauver cet enfant et risquer sa propre vie, ou accomplir l'ordre et porter à jamais le poids du remords. Soudain, une lumière vacillante apparut au loin. Une chaumière isolée, à la lisière du village voisin. Une femme vivait là, Estelle. Une guérisseuse, solitaire et sage, qui n'avait jamais craint les regards hostiles de la société. Amélie inspira profondément. Elle prit sa décision. Elle marcha vers la maison, chaque pas résonnant comme une sentence. Arrivée devant la porte, elle frappa 3 fois. Quelques secondes plus tard, une silhouette apparut dans l'embrasure. Estelle fronça les sourcils en découvrant la gouvernante avec un nourrisson dans les bras. « Aidez-la » murmura Amélie. « C'est tout ce que je vous demande. » Estelle observa l'enfant endormi, ses petits doigts s'accrochant au tissu du manteau d'Amélie. Puis elle releva les yeux vers la gouvernante, devinant l'urgence de la situation. « Je prendrai soin d'elle » dit-elle simplement. Un poids quitta les épaules d'Amélie. Elle caressa une dernière fois le front de l'enfant, puis recula lentement. « Son nom » murmura-t-elle. « Donnez-lui un nom qui signifie espoir. » Puis, sans un mot de plus, elle disparut dans la nuit, laissant derrière elle l'enfant du secret, condamné à l'oubli, mais destiné à un avenir que nul n'aurait pu prévoir. Les nuits étaient glaciales dans la petite chaumière isolée d'Estelle. Entre les murs de bois craquelés par le temps, la vieille femme veillait sur le nourrisson confié à ses soins. Chaque soir, elle observait le sommeil fragile de la petite fille, scrutant la tache rouge sur son visage comme si elle y cherchait une prophétie secrète. « Tu es spécial » murmura-t-elle un soir, caressant la joue de l'enfant du bout des doigts. « Le monde t'a rejeté avant même que tu ne puisses respirer, mais il ignore encore ce que tu es destiné à devenir. » Les années passèrent, et l'enfant grandit sous le regard bienveillant d'Estelle. Elle lui donna un nom, Lucie, inspiré de la lumière que la fillette représentait dans sa solitude. Contrairement aux autres enfants du village voisin, Lucie ne jouait pas dans les ruelles poussiéreuses, ni ne riait aux éclats sous le soleil. Elle grandit en marge, protégée mais exclue, vivant parmi les livres et les plantes médicinales de la guérisseuse. Mais si Estelle lui offrit l'amour qu'elle n'aurait jamais reçu ailleurs, elle ne pouvait empêcher la cruauté du monde d'atteindre Lucie. Car les rumeurs circulaient. « C'est la fille de la sorcière », disait-on en chuchotant. Son visage est marqué par le diable. On dit qu'elle apporte le malheur à ceux qui la croisent. Lucie n'était qu'une enfant, mais elle comprit vite que peu importe combien elle essayait de se cacher, son existence même était une offense aux autres. Un jour, alors qu'elle tentait d'unturer jusqu'au marché pour la première fois, elle sentit les regards perçants des villageois. Les conversations s'interrompaient sur son passage, les visages se détournaient, certains laissaient même échapper des murmures insultants. Une femme recula en l'apercevant, serrant son fils contre elle comme si elle craignait que Lucie ne lui jette un mauvais sort. « Ne l'approche pas » murmura-t-elle à l'enfant. « C'est un démon déguisé en fillette. » Le cœur de Lucie se serra. Elle savait qu'elle était différente, mais jamais elle n'avait pensé que sa simple présence inspirerait la peur et le rejet. Elle voulut parler, expliquer, prouver qu'elle n'était qu'une enfant comme les autres. Mais comment convaincre un monde qui avait déjà décidé de la condamner? Ce fut ce jour-là qu'elle rencontra Arthur Dumont. Fils du puissant Léon Dumont, héritier d'une fortune colossale, Arthur n'était pas un enfant ordinaire. Il était le prince du village, celui que tous adulaient et craignaient. Avec son sourire charmeur et son arrogance innée, il possédait déjà l'autorité d'un adulte malgré son jeune âge. Lorsqu'il aperçut Lucie, il s'arrêta net, la dévisageant avec une curiosité teintée de mépris. Les autres enfants l'entourèrent, attendant son verdict comme s'il était juge et bourreau. « Alors c'est toi, la fille maudite », dit-il d'un ton traînant, un sourire narquois aux lèvres. Lucie ne répondit pas. Son instinct lui criait de fuir, mais elle se força à rester immobile.
Fuir serait prouver qu'elle était coupable de quelque chose. Et elle refusait de leur donner cette satisfaction. « Tu ne parles pas ?» continua Arthur amusé. « On dit que tu es né avec le sang du diable. C'est vrai ?» Les rires des enfants résonnèrent autour d'elle comme une mélodie cruelle. Lucie sentit une colère sourde monter en elle, un feu qu'elle ne savait pas encore comment contrôler. « Je ne suis pas maudite, » répondit-elle enfin, d'une voix plus assurée qu'elle ne le pensait. Arthur haussa un sourcil, puis se mit à rire. « Peut-être pas. Mais tu n'as rien à faire ici. » D'un geste rapide, il attrapa une poignée de terre et la lança en direction de Lucie. Le choc fut plus psychologique que physique. Ce fut la première fois qu'on lui montrait si ouvertement qu'elle n'avait pas sa place. Les autres enfants suivirent l'exemple de leur chef, riant en l'encerclant, la traitant de sorcière, de monstre, la poussant jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe dans la poussière. Les villageois, eux, observèrent la scène de loin, sans intervenir. Après tout, ce n'était qu'une étrangère, une fille née sous une étoile funeste. Lucie rentra chez Estelle ce jour-là. Ses vêtements étaient couverts de terre, mais son regard brillait d'un éclat nouveau, un éclat de défi. « Grand-mère » murmura-t-elle en serrant les poings, « comment est-ce qu'on devient forte ?» Estelle s'arrêta, posant son regard perçant sur sa protégée. Elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle avait redouté, mais qu'elle savait inévitable. Le début d'une transformation. La vraie force, ma chérie, ne vient pas de la vengeance, mais du savoir, répondit-elle en caressant ses cheveux emmêlés. Si tu veux leur prouver qu'ils ont tort, alors deviens quelqu'un qu'ils ne pourront jamais ignorer. Et ce fut à partir de ce jour que Lucie changea. Elle cessa d'essayer de plaire. Elle cessa de chercher leur acceptation. Au lieu de cela, elle se mit à apprendre, à lire les vieux livres d'Estelle, à observer le monde avec une intensité nouvelle. Chaque humiliation, chaque insulte, chaque regard méprisant devenait un combustible pour le feu qui brûlait en elle. Les années passèrent. Lucie grandit, développant une intelligence acérée et une volonté de faire. Le village continuait de la rejeter, mais elle n'avait plus besoin d'eux. Elle se construisait un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Et alors qu'elle devenait une jeune femme, une certitude s'ancrait en elle. Un jour, ils regretteront. Un jour, ils comprendront qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer la fille qu'ils avaient jugée indigne de vivre. Les années passèrent, tissant autour de Lucie un mur invisible d'isolement et de mépris. Son enfance fut marquée par des regards en biais, des murmures venimeux et des portes qui se fermaient avant même qu'elle ne puisse frapper. Malgré la protection d'Estelle, le village ne l'acceptait pas. Il la craignait. Les villageois, superstitieux et étroits d'esprit, la considéraient comme une ombre indésirable. Sa tache de naissance, qui s'était légèrement estompée avec le temps mais restait visible, était toujours un symbole de malédiction à leurs yeux. Son intelligence vive et sa capacité à observer et comprendre le monde ne faisaient qu'accentuer leurs craintes. Lucie, pourtant, ne cherchait plus leur acceptation. Elle avait compris que jamais elle ne serait aimée par ce village. Alors, plutôt que de se morfondre, elle se consacra à l'apprentissage. Les vieux livres poussiéreux d'Estelle devinrent ses plus fidèles compagnons. Elle apprit à lire bien plus vite que les enfants de son âge, à écrire avec une élégance rare et à mémoriser des connaissances que nul autre ne possédait dans cette bourgade fermée. Les années passèrent. Lucie grandit, développant une intelligence acérée et une volonté de faire. Le village continuait de la rejeter, mais elle n'avait plus besoin d'eux. Elle se construisait un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Et alors qu'elle devenait une jeune femme, une certitude s'ancrait en elle. Un jour, ils regretteront. Un jour, ils comprendront qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer la fille qu'ils avaient jugée indigne de vivre. Les années passèrent, tissant autour de Lucie un mur invisible d'isolement et de mépris. Son enfance fut marquée par des regards en biais, des murmures venimeux et des portes qui se fermaient avant même qu'elle ne puisse frapper. Malgré la protection d'Estelle, le village ne l'acceptait pas. Il la craignait. Les villageois,
superstitieux et étroit d'esprit, la considérait comme une ombre indésirable. Sa tache de naissance, qui s'était légèrement estompée avec le temps mais restait visible, était toujours un symbole de malédiction à leurs yeux. Son intelligence vive et sa capacité à observer et comprendre le monde ne faisaient qu'accentuer leur crainte. Lucie, pourtant, ne cherchait plus leur acceptation. Elle avait compris que jamais elle ne serait aimée par ce village. Alors, plutôt que de se morfondre, elle se consacra à l'apprentissage. Les vieux livres poussiéreux d'Estelle devinrent ses plus fidèles compagnons. Elle apprit à lire bien plus vite que les enfants de son âge, à écrire avec une élégance rare et à mémoriser des connaissances que nul autre ne possédait dans cette bourgade fermée. Mais plus elle grandissait, plus les rumeurs à son sujet enflaient. Elle lit des livres interdits, disait-on. Elle parle aux esprits. Elle prépare des potions dans la maison de la vieille sorcière. Chaque jour, le rejet se faisait plus cruel. Lorsqu'elle se rendait au marché avec Estelle, on refusait de lui vendre quoi que ce soit. Lorsqu'elle marchait dans les rues, les enfants la fuyaient, comme si elle était porteuse d'une maladie contagieuse. Mais Lucie ne pleurait plus. Elle avait appris à contenir sa douleur, à la transformer en une force silencieuse. Elle ne voulait plus être victime. Elle voulait devenir intouchable. Un jour, alors qu'elle s'aventurait seule près de la rivière, un groupe d'adolescents l'intercepta. Parmi eux, Arthur Dumont. Il avait grandi, lui aussi. Son arrogance s'était affirmée, nourrie par le respect aveugle que lui vouaient les villageois. Il était beau, charismatique et cruel. Son regard était celui d'un prédateur s'amusant avec sa proie. « Regarde qui voilà !»« La fille du diable !» murmura-t-il en croisant les bras. Lucie ne répondit pas. Elle savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. « Tu devrais éviter de te promener seule », continua-t-il en tournant autour d'elle. « Qui sait ce qui pourrait arriver dans un endroit aussi isolé ?» Un rire moqueur fusa derrière lui. Ses acolytes le soutenaient sans poser de questions. Après tout, Arthur Dumont avait toujours raison. Lucie soutint son regard. Elle savait qu'il attendait qu'elle cède à la peur, qu'elle détourne les yeux, mais elle ne lui ferait pas ce plaisir. « Si tu veux me menacer, fais-le franchement », déclara-t-elle d'un ton calme. Arthur arqua un sourcil, surpris par son audace. « Menacer ? Oh non, voyons, je ne fais que parler. Après tout, c'est toi qui es dangereuse, n'est-ce pas? Qui sait ce que tu pourrais faire aux braves gens de ce village avec tes pouvoirs ?» Il exagéra le dernier mot, déclenchant l'hilarité de son groupe. Lucie sentit la colère monter en elle, brûlante, insupportable. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de réagir. « Pas ici, pas maintenant. »« Laisse-moi passer », murmura-t-elle. Arthur sourit, un sourire carnassier. « Et si je n'en ai pas envie ?» Puis, d'un geste rapide, il tendit la main et saisit une mèche de ses cheveux, la faisant sursauter. « Tu es vraiment une étrangeté, Lucie. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose. » Elle sentit son cœur battre furieusement, mais elle ne bougea pas. Arthur attendait une réaction. Il voulait la voir trembler. Elle ne lui en donnerait pas l'occasion. « Tu es pathétique », lâcha-t-elle finalement, détachée. Arthur sia, comme si ces mots avaient plus d'impact qu'elle ne l'avait imaginé. Son sourire se figea une fraction de seconde, avant de se muer en un rictus méprisant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » « Tu as entendu un ?» Silence tendu s'installa. Derrière lui, ses camarades échangeaient des regards hésitants. Personne n'avait jamais parlé à Arthur Dumont de cette manière. Son visage se ferma. D'un geste brusque, il la repoussa en arrière. Lucie trébucha, mais ne tomba pas. Elle le fixa simplement, refusant de cligner des yeux. Arthur serra les poings, puis recula finalement. « Tu es folle !» cracha-t-il avant de tourner les talons. Lucie ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder partir, le souffle court. Ce jour-là, elle comprit quelque chose d'essentiel. Arthur avait peur d'elle. Pas à cause de sa tache de naissance, pas à cause des rumeurs, mais parce qu'elle ne se soumettait pas. Lorsque Lucie rentra chez Estelle ce soir-là,
Elle trouva la vieille femme en train de feuilleter un grimoire ancien. Elle leva les yeux vers elle, comme si elle savait déjà ce qui s'était passé. « Que ressens-tu » demanda-t-elle simplement. Lucie réfléchit un instant. De la colère, mais aussi du pouvoir. Estelle sourit légèrement. La colère seule ne t'apportera rien, ma chérie. Mais si tu sais la manier, elle peut devenir une arme redoutable. Lucie acquiesça. Elle comprenait. Elle ne serait jamais aimée dans ce village. Mais elle deviendrait quelqu'un qu'il n'aurait d'autre choix que de respecter. Les jours s'effacèrent les uns après les autres, se transformant en années. Lucie avait grandi, et avec elle, une force silencieuse qui ne demandait qu'à être libérée. Là où jadis elle se laissait submerger par la douleur et l'injustice, elle avait appris à la canaliser, à l'utiliser comme un levier pour bâtir son propre destin. Le village ne l'avait jamais accepté, alors elle n'attendait plus rien de lui. À 16 ans, elle était plus érudite que la plupart des adultes de la région. Grâce aux enseignements d'Estelle, elle maîtrisait les plantes médicinales et comprenait les lois de la nature mieux que quiconque. Mais plus encore, elle possédait une qualité que les autres ignoraient, une intelligence acérée, aiguisée par des années de solitude et d'observation. Elle savait que si elle voulait échapper à son destin de paria, elle devait partir. Mais partir ne suffisait pas. Elle devait partir en ayant un but. Une nuit, alors qu'Estelle dormait, Lucie sortit discrètement de la cabane et marcha jusqu'au sommet de la colline qui surplombait le village. La brise nocturne caressait son visage, tandis qu'elle fixait les toits sombres des maisons en contrebas. Un jour, pensa-t-elle, ce village murmurerait son nom non plus avec crainte, mais avec respect. Mais pour cela, elle devait d'abord s'élever au-delà de ce qu'ils avaient toujours voulu faire d'elle. Une ombre insignifiante. Le lendemain, elle prit sa décision. « Grand-mère, je dois partir », déclara-t-elle en fixant Estelle dans les yeux. La vieille femme ne parut pas surprise. Depuis longtemps, elle savait que Lucie était destinée à un avenir plus grand que cette misérable bourgade. « Où iras-tu »« Là où je pourrais apprendre, où je pourrais devenir quelqu'un. » Estelle sourit doucement et posa une main ridée sur la sienne. « Alors, prends ceci. » Elle tendit à Lucie un petit sac en cuir, rempli d'herbes précieuses, de quelques pièces d'or et d'un livre usé par le temps. « Ce sont les dernières leçons que je peux t'offrir, ma chérie. Sers-toi de ton esprit, de ton instinct, et surtout, ne laisse jamais personne décider de ta valeur. » Lucie hocha la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. C'était le moment. Elle devait partir, et elle le fit, au lever du jour. Elle voyagea des jours durant, traversant forêts et plaines, dormant sous les étoiles, se nourrissant des baies et racines qu'elle reconnaissait grâce aux enseignements d'Estelle. Chaque pas l'éloignait du village, chaque pas la rapprochait de son avenir. Finalement, elle atteignit une ville. C'était un monde totalement différent de ce qu'elle avait connu. Là où son village était étriqué et rustique, cette ville était vibrante, bruyante, imprégnée d'une énergie qui la fascinait et l'intimidait à la fois. Elle n'avait rien, sinon son intelligence et sa détermination. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, observer et apprendre. Dans les rues bondées, elle écoutait les conversations, mémorisait les visages, étudiait la manière dont les marchands négociaient. Elle vit comment certains parlaient avec assurance et obtenaient ce qu'ils voulaient sans même lever la voix. Le pouvoir résidait dans la perception. Si elle voulait survivre ici, elle devait comprendre les règles de ce nouveau jeu. La première chose dont elle avait besoin, c'était d'un emploi. Elle se présenta dans plusieurs boutiques, mais personne ne voulait embaucher une fille sans famille ni référence. Elle essuya refus sur refus, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une librairie au coin d'une ruelle. Un homme d'âge mûr, au regard perçant, la dévisagea alors qu'elle entrait. « Que veux-tu » demanda-t-il d'une voix neutre. Lucie hésita, puis se redressa. « Un travail. Je peux lire et écrire. Je connais les herbes et les remèdes. Et j'apprends vite. » L'homme la jaugea un instant, puis haussa un sourcil.
Beaucoup de gens savent lire et écrire. Mais savent-ils convaincre? Lucie comprit immédiatement l'épreuve qu'il lui tendait. Tout dépend de qui vous essayez de convaincre, répondit-elle avec un sourire en coin. Le libraire éclata de rire. Pas mal, très bien, je vais te donner une chance. Et ainsi, Lucie trouva son premier emploi. Les mois passèrent, et elle gravit les échelons plus vite que personne ne l'aurait cru possible. Non seulement elle travaillait à la librairie, mais elle utilisait chaque opportunité pour en apprendre plus sur le monde. Elle écoutait les clients, devinait leurs désirs avant même qu'ils ne les expriment. Elle commença à comprendre que la connaissance seule ne suffisait pas. Ce qui comptait, c'était comment on l'utilisait. Elle apprit l'art de la persuasion, de la négociation. Elle vit comment les puissants obtenaient ce qu'ils voulaient sans jamais avoir à lever la voix. Et elle se promit que, bientôt, elle ferait partie de ce cercle restreint. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, un homme entra. Il était grand, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau qui masquait en partie son visage. Son aura imposante emplissait la pièce. « Vous êtes Lucie ?» demanda-t-il d'une voix grave. Elle le fixa, méfiante. « Qui le demande ?» L'homme sourit légèrement. « Quelqu'un qui a entendu parler de votre talent. » Lucie ne répondit pas, attendant qu'il poursuive. « On m'a dit que vous aviez l'intelligence et l'audace nécessaires pour aller loin. Plus loin que cette librairie. Peut-être même plus loin que cette ville. » Il posa une bourse sur le comptoir. Le tintement des pièces d'or résonna dans la pièce. « J'ai une proposition pour vous. Une qui pourrait tout changer. » Lucie observa la bourse, puis releva les yeux vers l'inconnu. « Je vous écoute. » Ce soir-là, sans le savoir encore, elle mit un pied dans un monde qui allait la transformer à jamais. Elle était venue en ville pour survivre. Elle repartirait en reine. La nuit était tombée sur la ville lorsque Lucie prit la bourse en main. Elle pesa son poids, sentit la fraîcheur du métal contre sa paume. Mais plus encore, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'or. C'était une invitation, une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser. L'inconnu qui se tenait face à elle attendait en silence, un sourire énigmatique au coin des lèvres. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin. L'homme ôta son chapeau, révélant un visage marqué par l'expérience. Ses yeux brillaient d'une intelligence rusée. « Un homme d'affaires » répondit-il simplement. « Et j'ai besoin de quelqu'un comme vous. » Lucie croisa les bras, méfiante. « Pour faire quoi exactement ?» Il se pencha légèrement, comme s'il s'adressait à un égal et non à une jeune femme à peine sortie de l'adolescence. « Pour apprendre, pour observer, et surtout, pour comprendre comment fonctionne le véritable pouvoir. » Ces mots résonnèrent en elle, comme un écho à ses propres ambitions. Elle savait déjà qu'elle était destinée à plus grand que la vie modeste qu'on avait voulu lui imposer. Mais jusqu'ici, elle n'avait aucune idée de comment s'y prendre. « Je vous écoute, » dit-elle. L'homme sourit, et ainsi commença la véritable ascension de Lucie. Les mois qui suivirent furent une révélation. Lucie découvrit un monde qu'elle n'avait jusque-là qu'entrevu à travers les pages des livres, le monde des affaires, du commerce, des jeux d'influence. Son mentor, un homme nommé Mathieu Delcourt, l'introduisit au cercle privé où se négociaient les accords les plus juteux et où le pouvoir se manipulait comme une monnaie d'échange. « Regarde, mais ne parle pas encore », lui conseilla-t-il lors de leur première réunion dans un luxueux salon privé. Elle obéit, absorbant chaque détail. Les hommes présents n'étaient pas des nobles, mais ils détenaient quelque chose d'encore plus précieux, l'information. Ils savaient qui possédait quelle terre, quelle famille était endettée, quelle rumeur pouvait être utilisée pour renverser un rival. Et Lucie comprit. L'argent n'était pas le vrai pouvoir, l'information l'était. Elle commença alors à se faire une place dans ce monde, d'abord en tant qu'observatrice, puis en tant que stratège. Grâce à sa mémoire exceptionnelle et son esprit analytique, elle devint vite indispensable à Mathieu. « Tu as un don, Lucie, » lui dit-il un jour. « Mais sais-tu ce que tu veux en faire ?» Elle répondit sans hésiter. « Je veux construire quelque chose qui me rende intouchable. » Mathieu éclata de rire, mais il ne doutait pas d'elle.
alors tu devras être plus rusé que tous ces hommes réunis. Je le serai. Les années passèrent. Lucie, autrefois une enfant rejetée par un village superstitieux, était devenue une femme dont le nom commençait à circuler dans les hautes sphères. Elle était brillante, manipulatrice quand il le fallait, et toujours 3 coups en avance sur ses adversaires. Grâce au contact de Mathieu, elle lança sa propre affaire, une société de négoce spécialisée dans l'importation de produits rares. Mais ce n'était qu'une façade, car Lucie ne se contentait pas de vendre. Elle achetait aussi des secrets. Elle avait compris que dans ce monde, celui qui connaissait les faiblesses des autres pouvait tout obtenir. Rapidement, son influence grandit. Elle possédait des informations que même les nobles n'avaient pas. Des dettes cachées, des alliances secrètes, des trahisons prêtes à éclater au grand jour. N'était plus seulement une femme d'affaires. Elle était devenue une menace. Mais son ascension attira aussi des ennemis. Une nuit, alors qu'elle rentrait dans son bureau après un dîner d'affaires, elle trouva un message glissé sous sa porte. « Tu vas trop loin, rentre chez toi avant qu'il ne soit trop tard. » Elle sourit. Ils avaient peur. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Plutôt que de reculer, elle accéléra. Elle racheta des entreprises en faillite, renfloua des familles influentes en échange de leur loyauté, s'associa avec des marchands que personne n'osait approcher. Bientôt, elle ne fut plus seulement une femme ambitieuse, elle était devenue une force. Mais un jour, alors qu'elle étudiait un registre de transactions, un nom attira son attention. Dumont. Elle sentit son souffle se couper un instant. Les Dumont, son passé, son village. Cela faisait des années qu'elle n'avait plus pensé à eux. Elle s'était promis qu'ils n'avaient de plus d'importance. Et pourtant, le simple fait de voir ce nom fit naître un feu en elle. Curieuse, elle fit appel à ses informateurs. Ce qu'elle apprit la fit sourire. Arthur Dumont, autrefois le prince arrogant du village, était en ruine. Après la mort de son père, il avait hérité d'un empire commercial qu'il n'avait pas su gérer. Sa fortune s'était évaporée en dettes et en décisions stupides. Il était à présent un homme désespéré. Un frisson d'excitation parcourut Lucie. Elle ne cherchait pas la vengeance. Mais parfois, la justice venait d'elle-même. Elle envoya un messager à Arthur. « Venez me voir à la capitale. Nous avons à parler affaires. » Il ne sut pas qui lui avait envoyé cette invitation. Mais face à la promesse d'un sauvetage financier, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Le jour venu, il entra dans le somptueux bureau où Lucie l'attendait. Il ne la reconnut pas tout de suite. Comment aurait-il pu? La jeune fille rejetée de son enfance n'existait plus. À sa place se tenait une femme élégante, sûre d'elle, assise derrière un bureau fait du bois le plus précieux. Lorsqu'il réalisa enfin qui elle était, il blêmit. « Impossible », murmura-t-il. Lucie sourit lentement. « Bonjour Arthur, assieds-toi. » Arthur Dumont, autrefois son bourreau, était maintenant son débiteur. Elle avait été abandonnée, méprisée, rejetée. Mais aujourd'hui, c'était elle qui détenait le pouvoir, et Lucie n'avait pas l'intention de lui faire de cadeau. Arthur Dumont s'assit lentement en face de Lucie, les mains moites, la gorge serrée. Il ne pouvait détourner le regard d'elle. Il y avait quelque chose d'effrayant dans la façon dont elle le scrutait, comme si elle lisait en lui, comme si elle connaissait déjà chacune de ses faiblesses. « Tu es toujours en vie », murmura-t-il, incrédule. Lucie esquissa un sourire froid. « Bien sûr. Et toi, Arthur? Es-tu toujours ce prince du village que tout le monde admirait autrefois ?» Il blêmit. Il savait déjà que la réponse était non. Lucie croisa les mains sur son bureau et le fixa avec une sérénité déconcertante. « Alors, dis-moi, que puis-je faire pour toi ?» Arthur hésita. Il savait qu'il n'était pas en position de négocier. Depuis des mois, il luttait pour garder son empire commercial à flot. Il avait accumulé des dettes auprès des mauvaises personnes. Son nom, autrefois synonyme de richesse et d'influence, n'était plus qu'un murmure de ruines et d'échecs. « J'ai besoin de fonds », lâcha-t-il enfin. « Un prêt, un investisseur, peu importe. » Lucie hocha lentement la tête, feignant la réflexion. « Un prêt, dis-tu ? Intéressant. Mais pourquoi moi ?» Arthur se crispa. Il ne pouvait pas lui dire la vérité.
Il ne pouvait pas avouer qu'il avait frappé à toutes les portes avant de se résigner à accepter l'invitation d'une mystérieuse bienfaitrice. « J'ai entendu dire que tu avais réussi dans les affaires, que tu étais une femme influente. J'ai pensé que nous pourrions trouver un accord. » Lucie pencha légèrement la tête. « Un accord? Comme celui que tu m'as offert quand nous étions enfants ?» Arthur sentit son estomac se tordre. Un souvenir lui revint brutalement. La petite fille aux cheveux noirs, recroquevillée sous les moqueries du village, tandis que lui riait aux éclats. Il baissa les yeux. Lucie le laissa mariner un instant dans son propre malaise avant de poursuivre. « Ce que tu demandes, Arthur, ce n'est pas une faveur. C'est une rançon pour ta survie. » Il releva la tête d'un coup. « Je... » « Ne mens pas, » l'interrompit-elle. « Je sais tout. Tes dettes, tes échecs, les hommes à qui tu dois de l'argent. D'ici quelques semaines, ils viendront te réclamer ce que tu n'as pas. Et crois-moi, ils ne seront pas aussi cléments que moi. » Un silence lourd s'installa. Arthur déglutit difficilement. Il était piégé, complètement. Lucie se leva doucement et s'approcha de lui, s'appuyant légèrement contre son bureau. « Tu veux mon aide? Très bien, mais à mes conditions. » Arthur acquiesça précipitamment. « Tout ce que tu voudras. » Lucie sourit. Il n'avait même pas demandé quelles étaient ses conditions. Il était déjà prêt à vendre ce qui lui restait de fierté. « D'abord, tu signeras un document cédant à ma société tous les actifs de ton entreprise. En échange, je paierai tes dettes et te laisserai une position de gestionnaire sous ma supervision. » Ouvrit la bouche pour protester, mais Lucie leva un doigt. « Ce n'est pas négociable. » Il ravala sa fierté. « Ensuite, tu retourneras au village et tu annonceras publiquement que sans moi, tu aurais tout perdu. Que la fille que vous avez tous rejetée est celle qui a sauvé la famille Dumont de l'oubli. » Cette fois, il blêmit de rage. « Tu veux m'humilier ?» Lucie rit doucement. « Non, Arthur, je veux que la vérité soit dite. » Il ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Lucie lui tendit un document déjà prêt. Il le fixa, comprenant qu'elle avait tout planifié bien avant qu'il ne passe cette porte. Il signa. Une calèche luxueuse pénétra sur la place centrale, attirant une foule curieuse. Les villageois, qui autrefois l'avaient méprisée, se murmurèrent entre eux, incertains de ce qu'ils voyaient. Lorsqu'elle descendit, le silence se fit. Elle n'était plus une enfant tremblante sous les insultes. Elle était une femme de pouvoir. Arthur Dumont, debout à ses côtés, paraissait plus petit, plus fragile. Il prit une profonde inspiration avant d'élever la voix. « J'ai une annonce à faire. » Les villageois l'écoutèrent avec attention. La famille Dumont n'existe plus que grâce à une seule personne, Lucie. Un silence abasourdi suivit ces paroles. Elle a construit ce que nous avons détruit. Elle a survécu alors que nous l'avons abandonnée. Aujourd'hui, elle est plus puissante que n'importe qui ici. Et je suis ici pour reconnaître mon tort. Les visages se fermèrent de honte. Lucie laissa planer le silence avant de parler à son tour. « Je suis revenue, mais pas pour vous punir, » dit-elle lentement. « Je suis revenue pour vous montrer ce que signifie réussir malgré tout. » Elle balaya la foule du regard. « Vous m'avez rejeté. Vous avez cru que je ne survivrais pas. Vous avez fait de moi un monstre à vos yeux. Mais regardez-moi bien aujourd'hui. Je suis plus forte que vous tous réunis. » Certains baissèrent les yeux. D'autres hochèrent la tête, réalisant l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. Lucie inspira profondément, puis conclut d'une voix claire. « J'investirai dans ce village. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que moi, j'en ai le pouvoir. » Un frisson parcourut la foule. Elle tourna les talons et remonta dans sa calèche, laissant derrière elle des visages bouleversés. Lorsqu'elle quitta le village, elle savait qu'elle ne reviendrait jamais, pas par rancune, mais parce qu'elle avait déjà gagné. Elle n'avait plus besoin de leur validation. Elle était devenue bien plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. Elle était Lucie Dumont, et désormais, son nom résonnerait bien au-delà de ce misérable endroit. L'histoire de Lucie Dumont est celle d'un combat contre l'injustice,
d'une volonté plus forte que les chaînes du destin. De l'ombre à la lumière, elle a prouvé que la vraie force ne réside pas dans la naissance ou l'apparence, mais dans la persévérance et l'intelligence. Rejetée, humiliée, elle aurait pu sombrer. Mais au lieu de cela, elle a transformé chaque blessure en arme, chaque humiliation en motivation. Là où d'autres auraient cherché la vengeance, elle a choisi la grandeur. Là où ils l'avaient exclue, elle est revenue en maîtresse incontestée du jeu. Lucie ne s'est pas contentée de survivre. Elle a conquis son propre destin. Son nom, autrefois murmuré avec mépris, est désormais respecté et redouté. Elle est la preuve vivante que la plus belle revanche n'est pas la destruction de ses ennemis, mais la réussite éclatante, celle que personne ne peut nier. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a captivé et inspiré. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à donner votre avis en commentaire. Rappelez-vous, peu importe les obstacles, peu importe ce que les autres pensent de vous, c'est vous qui écrivez votre propre destin. Un immense merci pour votre soutien et votre temps. Continuez à croire en vos rêves et à transformer vos épreuves en force. À bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.